Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 9 octobre 2022. Je vous fais une petite vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Le but de cette vidéo, c'est de répondre à la question comment créer un portefeuille adapté en bear market et quand on commence la crypto. C'est vraiment en fait le principe là. Je vais essayer de vous expliquer déjà la méthodologie de conception, les erreurs à éviter, et ensuite on va aller attaquer directement la notion de quel type de coin on peut aller chercher. Je vais vous en proposer certains, et surtout vous donner en fait celles sur lesquelles vous devez vous instancier si jamais ça vous intéresse, en tout cas le type dans lequel vous pouvez aller chercher, pas forcément exactement les exemples que je vais vous donner, parce que ça après il y a des préférences, mais je pense avoir fait suffisamment de vidéos, que ce soit à travers mes tops, à travers mes updates, ou à travers même ne serait-ce que ma quotidienne, pour que vous ayez les éléments essentiels. Si c'est pas le cas, bah dites-vous qu'il y a tout qui est présent sur le Discord directement. Discord que j'ai créé exprès pour centraliser l'information, pour partager l'information, être un hub d'information sur le trading, la blockchain, les crypto-monnaies et l'investissement d'ordre général. Donc il y a tout, et même pour aller plus loin, on a fait en plus un premium avec plein d'avantages, plein de contenu, plus de 100 vidéos, plus de 300 pages de guides et de formation, des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, plusieurs types de portefeuilles, des guides, des formations, des lives, des briefs quotidiens que je fais sur le marché, tout simplement, tout pour aller plus loin, tout pour se former et tout pour se préparer pour justement le prochain bull run. Alors, on attaque un petit peu tout de suite le cœur du sujet qui est comment construire justement ce portefeuille. Déjà, dans un premier temps, il est important de comprendre deux principes. Un, la notion de diversification, et deux, la notion d'exposition. La notion de diversification est très importante parce qu'on définit une diversification, c'est le nombre de coins dans lequel vous allez investir. Or, là-dessus, c'est quelque chose que vous entendez certainement. Tout le temps, moi je vais parler de diversification contrôlée. Pourquoi? Parce que pour moi, la diversification, c'est aussi un gros problème si vous diversifiez beaucoup trop. C'est le même principe, quand vous avez des crypto-monnaies, très vite vous vous retrouvez avec 10 cryptos, voire même 15, voire même certains 30, 40, et en fait vous vous rendez compte que cette surdiversification va entraîner plusieurs problématiques. C'est un, il faut suivre, deux, dans la totalité vous en allez avoir peut-être certainement la moitié qui vont certainement avoir vont prendre vraiment très très cher en bear market, ou ne vont pas forcément suffisamment construire, et que généralement c'est l'erreur de base que l'on construit, que l'on fait. Pour moi, je préconise vraiment de commencer avec 5 cryptos dans un premier temps, et ensuite pouvoir pousser au fur et à mesure 6, 7, mais éviter de dépasser ou de se rapprocher trop des 10. Vraiment dépasser 10, c'est qu'on a déjà l'habitude, qu'on est un expert en crypto-monnaie, qu'on connaît bien les blockchains, on a la capacité, le temps nécessaire pour pouvoir récupérer les informations, même si sur le Discord on donne déjà plein d'informations, c'est pas forcément suffisant, parce que des fois il faut être proche de certains projets, vérifier qu'ils construisent toujours, surtout quand on est en bear market, et arriver à voir est-ce qu'il y a des projets ou une communauté qui continue à se former malgré ça, et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'informations et beaucoup d'engagement. La deuxième chose, c'est contrôler son exposition, que ce soit là par exemple sur le BTC, nous sommes dans une zone très intéressante, ok, mais ici, quand on regarde un petit peu ce qui a pu se passer, c'est-à-dire que on se replace ici, on avait aussi cette idée-là en se disant, bah là c'est très très intéressant aussi, on est très très bien, bah je vais m'exposer, je vais continuer à acheter, ok, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe un peu plus tard? Bah, on a chuté bien fort. Le problème, c'est que si on n'avait pas contrôlé son exposition dans cette zone-là, je dis pas qu'il ne fallait pas s'exposer, j'ai tendance à penser, et à le dire assez régulièrement, c'est que l'exposition, c'est un des meilleurs moyens de lutter contre le FOMO. Il faut toujours avoir une petite exposition à quelque chose de façon à se dire, ok, bah, si ça part, je suis quand même dans le train quoi qu'il arrive. Donc, je ne dis pas qu'il fallait pas s'exposer, je dis juste que peut-être potentiellement, ici, il fallait contrôler une exposition très très légère par rapport à l'ensemble du marché. Et pareil ici, on est dans une zone beaucoup plus intéressante, mais est-ce qu'on doit s'exposer grandement ou pas? Ça, c'est encore une notion de stratégie d'investissement. Je vais vous donner un petit peu, moi, ce que j'en pense, quand on va parler du Bitcoin, etc. Mais c'est un petit peu l'idée. Et de toute façon, si vous suivez les quotidiennes, déjà de base, dans ces vidéos-là, je vous explique régulièrement la notion d'exposition et mes directives, en tout cas, ce vers quoi je pense que le cours va se diriger. Et ensuite, il y a l'exposition générale. L'exposition générale, c'est quoi? C'est, par exemple, j'ai 1000 $, ok, c'est 1000 $.
bah, il y a une partie que je vais mettre en dollars, donc en stablecoin, et il y a une partie que je vais mettre, bah, par exemple, en crypto. Alors, j'ai mis B pour Bitcoin, mais en crypto général, d'accord? Ça, c'est votre exposition de votre portefeuille général. Très très important, parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir racheter si jamais on est dans des zones comme celle-ci basses, ou si on continue à baisser, pour pouvoir continuer à racheter. Donc c'est très important d'avoir ces deux éléments-là, se dire, ok, bah, déjà, je contrôle mon exposition. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on est dans une vague de zones basses, dans une zone de rechargement non structurée, non structuré sur lequel on n'a pas fini d'accumulation, on n'a pas fait de break of structure haussier dessus, être au-dessus de 50% d'exposition, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est que vous êtes surexposé. Après, c'est pas gênant si vous êtes à 50% et que vous avez une capacité de réinvestissement continuel, par exemple sous une forme de DCA sur lequel vous rentrez tous les mois, toutes les semaines, un certain montant, ce n'est pas gênant, parce que dans tous les cas, vous savez que c'est inscrit dans votre stratégie de pouvoir lisser votre prix sous forme de DCA, que ça monte ou que ça descende. Mais, d'ordre général, être à 50%, c'est pour moi une limite dans ce style-là. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, 50-60. On va dire 60, vraiment 60%, le max pour moi, à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'on peut descendre encore plus bas. On peut descendre plus bas, et que je considère que 60% d'exposition à un actif volatile, c'est suffisant pour pouvoir en tirer de la grosse rentabilité. Donc ça, après, c'est mon avis personnel, c'est mon expérience, à travers les différents bull runs que j'ai pu voir, et les deux bear markets que j'ai pu voir. Donc globalement, c'est un petit peu l'idée que j'ai là, et qu'il faut comprendre que l'exposition en elle-même varie, c'est-à-dire que l'exposition continue à descendre, c'est-à-dire que ici, si j'ai une exposition de 50%, si je n'achète pas et je ne vends pas, quand je suis ici, dans l'occurrence, mon exposition, elle est peut-être de 30%, d'accord? Parce que le cours des crypto-monnaies a chuté, et donc le ratio entre le montant que j'ai de mes cryptos et le montant que j'ai en USDT, bah, il n'est plus le même. C'est logique, c'est classique. Voilà. Alors, ceci étant dit, on va maintenant aborder un petit peu la segmentation que, d'ordre général, pour un débutant, pour quelqu'un qui arrive, je préconise fortement. Et ça, c'est très important à retenir, c'est que ça, c'est vraiment dans une notion de bear market déjà, et dans une notion de débutant. Qu'est-ce qu'on cherche en tant que de débutant dans un bear market? On cherche des projets qui sont solides, d'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est des projets qui construisent, qui ont une communauté, et qui ont une véritable valeur ajoutée. D'accord? C'est vraiment le socle sur lequel vous allez vous construire. Vous n'allez pas forcément aller chercher quelque chose qui va être excessivement risqué. Il faut sortir de cette notion de vouloir faire un x100 en bear market. Ça ne fonctionne pas. Il faut aller chercher sur des choses qui sont solides et qui apportent de la valeur ajoutée et qui ont déjà un écosystème construit. Pas que peut-être il va se construire après. Non. Il faut rester dans quelque chose qui est solide. Après, on peut aller dans d'autres choses qui sont de la technologie, sur lequel il y a un apport réel, c'est en train de construire, et donc on peut prendre un vecteur de risque, mais vous allez voir, c'est quelque chose pour moi qui est assez faible en termes de pourcentage d'exposition. Alors, déjà, la première chose que je vous préconise, c'est au minimum 50% d'exposition sur ce qu'on appelle des blue chips. Blue chips, c'est quoi? C'est globalement BTC et Ethereum, c'est votre socle, ce sont les deux fondamentaux, il y en a un qui représente la valorisation qui est BTC, l'autre qui représente la use case qui est Ethereum, et globalement, pour moi, un portefeuille concret doit représenter 50% au minimum de ces deux actifs. D'accord? Après, la part que vous voulez en faire, ça dépend de votre affinité que vous souhaitez. Est-ce que vous êtes plutôt BTC? Est-ce que vous êtes plutôt Ethereum? Il y a des personnes qui vont être full BTC, des personnes qui vont être full Ethereum. Bon, ça varie. Moi, personnellement, je suis dans quelque chose... à un moment donné, j'étais beaucoup plus dans l'Ethereum. Voilà. Là, je suis plus dans quelque chose d'équilibré, même si, bon, somme toute, j'ai quand même un petit peu plus d'Ether. Mais on est dans quelque chose... Pour moi, je suis ni Ethereum maximaliste, ni BTC maximaliste, je suis entre les deux, et mon portefeuille reflète aussi cette conviction-là. On peut aller jusqu'à 75%, en fonction d'à quel point vous voulez être sûr, tout simplement, parce que BTC et Ethereum sont des valeurs sur lesquelles on a une certaine certitude de continuité, il y a un écosystème, les crypto-monnaies et les blockchains reposent sur ces deux-là, donc forcément, derrière, c'est quelque chose qui va continuer, et si les blockchains continuent à progresser tels qu'ils l'ont maintenant, forcément BTC et Ethereum suivront, quoi qu'il arrive, et même seront moteurs de ces évolutions. Donc c'est pour ça que 50, pour moi, c'est un minimum, 75, ça reste quelque chose qui est fort, on peut monter beaucoup plus haut, hein. Tout va dépendre, en fait, l'augmentation au-dessus va dépendre d'à quel point vous voulez être sûr dans votre investissement, d'accord? À quel point vous voulez être conservateur dans votre stratégie,
par rapport à ça. Parce que forcément, certes, si ça monte, il n'y aura pas forcément autant de performance que d'autres actifs qui sont sur une market cap plus faible, avec encore une phase de croissance appropriée et très forte, mais dans lequel vous avez forcément plus de risques, parce que moins de communauté, moins de décentralisation, blablabla, tout le reste qui se définit au-dessus. Alors, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez défini ça, il va falloir chercher deux choses. Il va falloir chercher vous avez fait BTC, Ethereum. Ensuite, il va falloir chercher notamment quelque chose qui rajoute une couche par-dessus ces actifs-là. Généralement, j'aime bien considérer que Ethereum reste quand même le vecteur des use cases, et que d'ailleurs, en tant que vecteur des use cases, tout ce qui est layer 2 d'Ethereum peut être intéressant. Là, moi, je vais vous présenter notamment Matic. Matic, qui pour moi est un vecteur intéressant parce que est une sidechain qui propose maintenant un EVM, un ZK-EVM compatible, donc une véritable layer 2 qui va arriver. Donc Matic Polygon va représenter, je pense, un acteur majeur, mais il n'y a pas que ça. Il y a Optimism, il y a Stark qui va arriver, il y a plein de choses qui sont construites dessus, il y a Métis. Après, c'est à vous de choisir ce que vous préférez, mais avoir une layer 2 d'Ethereum, je pense que c'est pas un mauvais choix. À vous de choisir une layer 2, encore une fois, qui construise. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouvelles, qui est dans une zone intéressante, et qui structurellement montre quelque chose d'intéressant. Ce qui est le cas de Matic. Matic, structurellement, on a quelque chose qui est assez fort. On a eu des grosses nouvelles, on a encore des grosses nouvelles qui arrivent, on a des news qui vont arriver, alors je crois lundi si j'ai pas de bêtises, donc ouais, pas mal de choses qui sont en train de se structurer et qui sont en train de montrer des choses fortes. Ce qui est le cas aussi pour Starknet, pour voilà, plein d'autres choses pour Optimism, qui montrent que justement ils essaient d'aller plus loin, mais forcément on a le niveau layer 2 qui est important, sur lequel il faut commencer à s'exposer. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est à dire que on a misé sur les blue chips, on a misé sur les layer 2 qui vont porter, en fait, qui vont être portés par les blue chips. Ensuite, on va aller chercher des layers 0 qui sont un petit peu autre chose, qui sont des solutions qui essaient d'apporter un dynamisme autre que BTC et Ethereum, mais qui ne sont pas opposés, mais qui sont plus dans une notion de globalité. C'est le principe du layer 0. Et justement, moi personnellement, j'en ai deux qui sont en tête, mais il y en a plein d'autres. C'est principalement Atom avec l'écosystème de Cosmos, parce que pareil, on a quand même une zone sur laquelle on a fait une accélération haussière, on a pas mal de nouvelles avec Cosmos 2, avec une véritable utilité d'Atom qui va arriver, quelque chose qui est déflationniste, on a une véritable roadmap avec leur protocole de communication. Globalement, on a pas mal de choses qui sont en train d'être faites, donc Atom j'aime beaucoup, mais à côté on pourrait avoir par exemple Avax pareil, qui est une layer 2, une layer 0 pardon, qui essaie de se structurer, avec un écosystème construit autour de 3 blockchains, qui est entre la layer 1 et la layer 0, on a Polkadot, pareil, qui essaie de se mettre en place, on va avoir CKB avec Nervos. À vous de voir laquelle vous préférez en fonction de votre typologie d'investisseur et en fonction de quels sont les points que vous voulez et la situation que vous avez. Voilà. Moi, je vous propose des actifs, et de toute façon, dans tous les cas, c'est des actifs que vous retrouvez. C'est pas parce que je les cite pas là que ce ne sont pas des bons actifs. C'est toute une question aussi d'affinité que vous avez avec la communication, avec les projets qui sont en train de se structurer et l'image que vous en avez. N'hésitez pas, de toute façon, dans tous les cas, à donner votre liste en commentaire. C'est avec plaisir que les gens, de toute façon, partageront, tant que c'est dans la bienveillance, bien évidemment. Ensuite, nous avons les Layer 1 qui sont un petit peu différents, qui proposent quelque chose qui est différent d'Ethereum ou BTC, et qui ont une communauté. Moi j'aime bien Solana, ça je vous en parle régulièrement, mais il n'y a pas que Solana, il y a aussi GLD, il y a plein de blockchains de niveau 1, il y a Phantom bien évidemment, donc bon, voilà. J'aime bien Solana pour plusieurs raisons, c'est parce que, ils ont une proof of history, c'est pas quelque chose, c'est pas une blockchain qui est EVM compatible, donc ils ont leur propre langage, et malgré ça ils arrivent à séduire, c'est le numéro 2, juste derrière Ethereum au niveau des NFT, donc c'est une blockchain quand même qui arrive à séduire, malgré les difficultés techniques qu'ils ont, à travers le nombre d'outputs qu'ils ont, et la difficulté technologique qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place, et c'est une blockchain monolithique, donc très intéressante, et moi j'aime beaucoup, mais encore une fois, tout dépend de ce que vous souhaitez. Il y en a plein d'autres, il y a Tezos, enfin, il y a plein d'autres blockchains sur lesquelles vous pouvez investir, mais il ne faut pas surinvestir, c'est très important, toujours, c'est essayer d'en sélectionner une de chaque type, de façon à pouvoir avoir une exposition sans trop en avoir. Ensuite, moi j'ai tendance à aller sur autre chose à côté. C'est soit aller chercher sur de la DeFi, soit aller chercher sur de la CeFi, donc quelque chose qui est centralisé, un SEX, comme par exemple Binance avec le BNB qui est très intéressant parce que beaucoup de burn, pas mal de choses qui sont structurées autour, et globalement ça représente Binance qui est quand même, on va dire, le leader vraiment
le chevalier de la crypto-monnaie actuellement, et donc qui a une place très très forte au niveau de la crypto-monnaie. Et à côté, Binance, BNB, pardon, qui est aussi la représentation de Binance, qui a du burning, et qui à côté est au niveau de la BNB Chain. Alors certes, là il y a eu un hack qui s'est effectué, mais encore une fois, la BNB Chain est plutôt centralisée, on le sait, c'est pas une peur, enfin voilà, c'est quelque chose, on le sait dessus, mais du coup ça a permis justement de diminuer l'impact du hack, et puis de toute façon, en tous les cas, comme l'a précisé CZ, dans tous les cas, il burn assez régulièrement, quasiment les mêmes types de montants qui ont été volés, donc il y a été 100 millions qui ont été hack sortis de la blockchain, et globalement chaque burning c'est entre 15, 20, 30 millions qui sont effectués, donc c'est pas gênant, c'est quelque chose qui va être absorbé très très vite au niveau du BNB, et ça n'aura très peu d'impact. Et donc forcément ce type d'actif est très intéressant. À côté, si on est plus dans la notion de décentralisation, on a AAV qui est vraiment très important dans l'écosystème de la DeFi, avec une TVL monstrueuse, des projets juste gargantuesques, un stablecoin algorithmique qui va arriver, peut-être potentiellement une carte bancaire de paiement aussi. Bon, globalement on a pas mal de choses, et c'est un protocole qui est autonome et qui génère des profits. Donc très intéressant de pouvoir posséder du AAV, par exemple, de s'exposer à la notion de la DeFi. Mais il n'y a pas que AAV, il y a Comp, il y a CRV, il y a Bifi, il y a plein de choses plein d'acteurs sur lesquels vous pouvez, si vous le souhaitez, arriver dessus. Ensuite, on a l'aspect, j'allais dire, technologique, innovation et spécialisation. Voilà, moi je regroupe les deux. Spécialisation, ça va être par exemple une blockchain qui est spécialisée, comme CHZ, Chiliz, qui est une blockchain spécialisée dans la tokenisation de l'entertainment, qui arrive à séduire à travers une solution qui est vraiment personnalisée et qui cible vraiment un cœur de marché précis. Et là-dessus, ils ont une véritable valeur ajoutée, et c'est pour ça que c'est un vecteur qui peut être très intéressant, par exemple. Mais il n'y a pas que CHZ, il y a plein d'autres blockchains qui sont vraiment spécialisées. Engine, sur notamment tout ce qui est NFT, Metaverse, enfin, il y a pas mal de choses, Theta, Vra, enfin, globalement, il y a plein de petites blockchains qui sont spécialisées dans quelque chose de précis, et du coup, qui apporte une valeur ajoutée à l'écosystème. Après, il faut bien choisir son projet, bien suivre, et bien, bon, après, c'est toute la complexité, hein, c'est faire ses propres recherches par rapport à ça. Et après, dans la partie technologique, alors pour moi, je regroupe dans le même pack, hein, mais ça va être des projets récents, comme par exemple, ici, le AXL. AXL, c'est quoi? C'est Axelar. Axelar, j'en ai parlé déjà pendant un certain temps, ils se sont lancés, et pareil, Axelar, c'est un projet fondamental qui va être utilisé par beaucoup de blockchains qui favorisent l'interopérabilité, qui, à côté, a une grosse pool de stacking, enfin, globalement, il y a pas mal de choses qui poussent au niveau d'Axelar, et la technologie n'est pas encore totalement sortie, est en cours de développement, donc il y a un risque, c'est pour ça aussi que généralement ça se trouve en bas du palier. Et si vous regardez, vous avez un petit peu votre liste ici, sans regarder la notion des noms des cryptos que j'ai donnés, mais juste dans la schématique, nous avons les blue chips qui sont ici, avec la grosse partie de votre capital, vous avez les layers de ces blue chips, ensuite vous avez les layers 0, les layers 1 qui apportent quelque chose de plus, le SEX ou le DEX que vous souhaitez en BNB et AAV, par exemple, pour donner qu'un exemple, mais ça peut être d'autres crypto-monnaies que vous souhaitez par rapport à ça, et ensuite la partie spécialisation ou technologie ou fort à risque, dans lequel vous avez une faible exposition, et donc vous faites une pyramide par rapport à ça, une pyramide inversée, d'accord, qui représente votre capital. Là, vous avez la grosse partie de votre capital qui est effectuée dans cette partie-là, d'accord, ici, dans la partie supérieure, et ensuite vous diminuez les portions du capital, et ainsi de suite en fonction de ce que vous voulez, d'accord. C'est le principe même de la construction de votre portefeuille, et ensuite vous faites évoluer votre portefeuille en fonction du temps que vous avez, des connaissances qui vont augmenter au fur et à mesure, et il ne faut pas hésiter à le faire évoluer, que ce soit en injectant de la liquidité, ou en vous séparant des fois de certains calls, en disant là ça n'a pas été un bon call, ok, je me libère de ça, et à ce moment-là, est-ce que je le garde en stablecoin, ou est-ce que je réinvestis dans autre chose? Il ne faut pas oublier qu'un portefeuille va avec une stratégie, qu'il faut définir sa stratégie d'investissement pour faire évoluer et vivre son portefeuille. Ce n'est pas quelque chose qui est fixe, qui ne doit pas être fixe et qui ne doit jamais être fixe. Il ne faut pas le changer tous les 4 matins, mais il faut pouvoir le faire évoluer en fonction des différents types de bear market. Et en tout cas, de différentes phases. Là, actuellement, nous sommes dans une phase depuis plusieurs mois, c'est pour ça que moi, en tout cas, je fais évoluer assez peu mon portefeuille, mais nous sommes dans une phase dans laquelle il y a aucun intérêt à faire évoluer trop si on a déjà sa stratégie qui est définie. Après, on est dans une phase qui est très intéressante au niveau du BTC, au niveau de l'ensemble des crypto-monnaies. Oui, est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Oui. Globalement, à vous de contrôler votre exposition pour être sûr, d'être un petit peu exposé, d'avoir du capital pour pouvoir continuer à investir, parce que c'est pareil, on ne sait pas
où est-ce qu'on peut s'arrêter? On peut s'arrêter à 15 500, on peut s'arrêter à 10 000. Et donc, du coup, il faut avoir cette vision et cette capacité à anticiper ces éléments-là, en tout cas dans votre gestion de votre PMA, donc de votre prix moyen d'achat, pour pouvoir justement faire un portefeuille intelligent et surtout vous adapter aux différentes situations. C'est surtout ça qui est important, et avoir une politique peut-être de DCA, que ce soit à palier ou que ce soit à récurrence, pour pouvoir lisser votre prix d'entrée si jamais vous n'avez pas le temps ou l'envie de vous investir suffisamment. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.